Bien, merci de ces mots d'accueil et merci à vous tous d'être là. Je demande tout d'abord votre indulgence parce que je ne suis pas du tout un spécialiste des domaines qui sont les vôtres. On m'a demandé de venir parler comme ça des grandes évolutions qui sont en jeu dans nos sociétés. Ça, c'est mon problème. Alors, vous verrez l'usage que vous pourrez en faire dans votre centre de recherche. Peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, si ça vous donne l'occasion de méditer, de réfléchir sur ces évolutions, j'en serais heureux. Quand on m'avait dit que c'était un institut sur le vieillissement, j'ai dit, tiens, je vais prendre l'exact opposé et parler de l'enfant éternel. Voilà mon hypothèse. C'est-à-dire que nous rentrons dans un moment où, à l'encontre de ce qui a prévalu durant ce qu'il est convenu d'appeler la modernité, XVIIe siècle jusqu'à la moitié du XXe siècle, il y a une autre figure qui va prévaloir et je vais essayer d'en parler. Mais avant de donc c'est cela, hein, de la modernité à la postmodernité. Nous vivons actuellement, comme toujours, quand il y a ces mutations, si je reprends l'expression de Kierkegaard, avec crainte et tremblement. Et c'est vrai que quand il y a des chocs de plaques tectoniques, cela n'est pas aisé. En même temps, il n'y a pas lieu forcément, en tout cas c'est mon hypothèse, d'être ce que je vois pour ce qui concerne la France, d'avoir une attitude assez catastrophiste, ou la sinistrose. Mon idée est simple. Dès qu'il y a une décadence, il y a une renaissance. Et que quand on voit l'impermanence, on voit dans le même temps émerger quelque chose de nouveau. Et dans le fond, c'est cela qui caractérise les histoires humaines sur les 2000 ans de temps qui sont notre champ d'observation. Chaque 3 siècles et demi, quelque chose tombe. C'est ça, la décadence. Et en même temps, on voit à partir de là émerger quelque chose de nouveau. Mon problème, dans la perspective de mon maître Gilbert Durand, c'est de rendre attentif justement à ce qu'est l'ambiance d'une époque, l'imaginaire. Et l'imaginaire, dans le sens simple du terme, c'est un climat, une atmosphère mentale. On s'accorde, et chacun d'entre nous le reconnaît, sur le fait qu'il y a un changement climatique stricto sensu. Il faut admettre qu'il y a aussi un changement climatique dans l'esprit spirituel. Nous trouverons des termes qui traduisent cela. Et dans le fond, c'est cela qui est en jeu pour moi, c'est-à-dire un écosystème est en train de changer. C'est Braudel qui rendait attentif à cela. D'un point de vue historique, il montrait comment tous les éléments de la vie sociale correspondaient les unes par rapport aux autres. L'éducation, la politique, le social, l'économie. Il disait écosystème. Eh bien voilà, quand il y a quelque chose qui bouge dans l'écosystème, tous les éléments de cet écosystème sont concernés. Hein, que ce soit, encore une fois, ces éléments de base qui sont la famille, jusqu'à des éléments plus importants qui seraient être le politique ou l'économie. Et dans ces moments-là, il convient de repérer, et pour ma part, dans toute ma carrière, j'ai insisté là-dessus, sur ce qu'est le principe qui anime ce changement. Chateaubriand avait une belle idée, l'esprit-principe. Et il disait cela, bien sûr, après le mouvement qui avait été la Révolution française, et donc ce qui allait être en gestation. Il disait, repérons quel est l'esprit-principe. Il avait quelques cultures, et moi, pour ma part, je m'appuie sur ce qu'il dit, en rappelant que, en latin, le principium, c'est ce qui sert de fondement. En même temps, la deuxième signification d'un principe, c'est princeps, le prince, ce qui fait autorité. Donc il faut toujours repérer le fondement et l'autorité d'un principe. Un principe, c'est un principe qui est générateur, qui est organisateur, qui est directeur. Voilà. Et quand on a repéré en quelque sorte ce principe, eh bien à ce moment-là, on peut bien comprendre ce qui est en jeu dans la mutation, ainsi que je l'ai dit il y a un instant. En même temps, pour appuyer ou pour conforter ce que je disais il y a un instant, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et on peut observer
de ce point de vue, il est de quelques sociologues dont je me suis inspiré, en particulier Sorokin, spécialiste de la sociologie de la culture, qui rappelle, dans le fond, au travers d'un terme très simple, le mot de saturation. En chimie, la saturation, c'est quand les diverses molécules qui composent un corps donné ne peuvent plus rester ensemble. Fatigue, usure, ce corps se déstructure. Et dans le même temps, ces diverses molécules vont entrer dans une autre composition pour créer un autre corps. Voilà mon hypothèse. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Mais en même temps, vous voyez, c'est à partir de ce qui est en train de cesser que peut naître une autre manière de comprendre ce qu'est la vie sociale. En rappelant de ce point de vue que, à l'encontre, je dirais, et c'était ma thèse d'État il y a fort longtemps, de notre progressisme un peu bené, l'humanité serait partie d'un point A de barbarie et aboutirait à un point de civilisation absolue. Voilà le progressisme. Qu'à l'opposé de cela, il y a en quelque sorte, et l'idée me paraît bonne, de la progressivité. C'est-à-dire, encore une fois, quelque chose cesse, quelque chose renaît. Je rappelle juste pour mémoire, et pas simplement par coquetterie, que dans le fondement de notre culture gréco-latine, la première phrase, dit-on, qui fut écrite sur la pierre, due au philosophe Anaximandre de Milet, c'était, je le dis en grec, « Genesis kai phtora, phtora kai genesis », c'est-à-dire genèse et déclin, déclin, genèse. Voilà, encore une fois, une idée, je dirais, de bon sens, qui essaie de montrer, en quelque sorte, encore une fois, que d'autres manières d'être vont se constituer, vous avez bien compris, à partir de cela même qui cesse. Voilà un peu mes prémices, mes présupposés, si je puis dire. Juste incidemment, je ne le développerai pas, je l'ai indiqué dans certains de mes livres un peu pamphlétaires, en particulier pour ce qui concerne l'intelligentsia française, c'est que quand il y a ces mutations, une époque à une autre époque, il y a un décalage, et je ne sais pas ce qu'il en est dans le débat pour vous au Québec, mais je vois en France, il y a un décalage entre l'intelligentsia et le peuple. L'intelligentsia dans le sens simple du terme, ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire, et qui, à bien des égards, restent justement sur Durkheim dirait, un conformisme logique. On dirait, en des termes plus contemporains, un logiciel que l'on a hérité du XVIIIe, du XIXe siècle, et qui, à bien des égards, n'est plus en phase et déconnecté. Et là, il est important de rappeler, en quelque sorte, cette déconnexion. Moi, j'ai traduit cela en parlant des nouveaux bien-pensants, prenant là une expression de Bernanos, montrant que les bien-pensants, très souvent, ne sont plus en phase, véritablement, avec ce qui est vécu. En disant les nouveaux bien-pensants, eh bien, je rappelais une chose très simple. En français, ces deux mots sont proches, différents et significatifs. Car à un certain moment, nos évidences intellectuelles ne nous permettent pas de voir ce qui est évident, ce qui crève les yeux, en quelque sorte. Eh bien, parce qu'on a des évidences intellectuelles. C'est ça, le conformisme. Et que ces évidences intellectuelles ne nous permettent pas, en quelque sorte, de voir ce qui est en jeu, ce qu'il est convenu d'appeler, même s'il faut donner à ce terme un sens beaucoup plus large qu'on lui donne habituellement, la crise. Pour moi, la crise, je le rappelle, n'est pas économique. La crise est sociétale. La crise, c'est tout simplement, à un certain moment, quand on n'a plus conscience de ce que l'on est, et du coup, on n'a plus confiance en ce que l'on est. On voit bien comment, dans une carrière humaine, regardez ce petit enfant qui est bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans son environnement, et tout d'un coup, son corps, son visage se boutonne, se craquelle, jusqu'à ce qu'il trouve un autre équilibre, bien sûr, par rapport à lui-même et par rapport à son environnement. Eh bien, dans une carrière sociale, c'est à peu près la même chose. Il y a le même type de crise, c'est-à-dire quelque chose qui fait que cette conscience ne fonctionne plus en tant que telle, et que du coup, la confiance n'est plus là. En grec, le mot « crisis », ça a deux sens. C'est le jugement porté par ce qui est en train de naître sur ce qui est en train de cesser. Mais d'une manière beaucoup plus triviale et non moins intéressante, le mot « crisis », c'est le crible. Ce qui fait qu'on va retenir ce qui mérite d'être retenu et rejeter ce qui mérite d'être rejeté. Voilà ce que nous vivons. Il y a crise, bien évidemment, dans le sens que je viens d'indiquer, mais en même temps, c'est l'émergence, à mon sens, de quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Voilà, en préalable.
Comme toujours, il faut voir loin en arrière pour voir loin en avant, et mon propos sera en deux temps, diagnostic, pronostic. Diagnostic, c'est-à-dire ce que l'on est en train de quitter, et pronostic, ce qui, de mon point de vue, est en train d'émerger actuellement. Alors, le diagnostic, ce qui va constituer donc la société moderne, j'ai bien dit, ce qui s'inaugure autour du XVIIe siècle, le cartésianisme en est l'acte de naissance, ce qui, à mon avis, s'achève dans la moitié du XXe siècle. Pour moi, la fin de la modernité, des temps modernes, même si on continue à parler de modernité, ce qui s'achève, c'est dans les années 50, 1950. Et s'il y en a discussion, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Ce qui a constitué cette culture moderne, culture, hein, pas ce qui se muséographie. La culture, c'est ce qu'on suce avec le lait maternel, ce qu'on intègre sans bien y faire attention, hein, je dirais notre cerveau reptilien. La culture moderne, en bref, 5 mots-clés pour en rendre compte. Mots-clés, ça vaut ce que ça vaut. Hein, quelque chose qui est une forme de caricature, en quelque sorte, je dis bien, hein, ce qu'on a intégré sans bien y faire attention, mais qui par après s'est largement capillarisé dans l'être ensemble, dans la vie sociale, dans les institutions qui se sont constituées au XVIIIe siècle. Le grand siècle moderne, c'est le XIXe siècle. Tout, dit-on, a été créé à ce moment-là. Et après, on n'a fait que bouffer le capital, si je puis dire. On a vécu là-dessus. Mais c'est au XIXe siècle que s'élabore cette culture moderne. Je dis 5 mots-clés. Le premier, j'insiste de plus en plus là-dessus, même si c'est un petit écart philosophique qui me paraît nécessaire de dire. L'invention de l'individualisme. Préalablement à cela, il n'y avait pas d'individu. Il y avait de la communauté. Le Moyen-Âge, la Renaissance, la culture gréco-latine reposait sur cette idée de communauté. On voit bien, j'ai cité tout à l'heure Descartes, le fameux cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Je rappelle pour mémoire que celui qui pensait par lui-même était stricto sensu un hérétique, aérésis, celui qui se coupait de la communauté. Et la révolution philosophique de Descartes, c'est cela, je dirais, l'invention de l'individu. Rappelons-nous encore une fois l'étymologie du mot latin, invention, invenire, c'est ce qui fait venir à jour ce qui est là. Et donc l'invention de l'individu va reposer sur ce cogito, je pense par moi-même. À peu près à la même époque d'ailleurs, juste pour mémoire, la réforme protestante. Intéressant, le texte biblique, le texte sacré est traduit en langue profane, Gutenberg, diffusion de ce texte, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un clergé qui interprète. Tout un chacun a sa relation avec son Dieu. Invention de l'individu religieux. Et juste un peu après, au XVIIIe siècle, invention de l'individu politique. Dans la profusion de ces ouvrages qui vont constituer la philosophie des Lumières, je n'en relève que deux livres de Jean-Jacques Rousseau, L'Émile, roman d'éducation. Le petit enfant est un barbare, il faut le tirer vers l'humanité. C'est un animal, il faut le tirer vers la civilité. Educare, et c'est ça, l'éducation, c'est un roman d'éducation. Et Rousseau signale dans l'Émile un mot auquel on ne prête pas attention, c'est lorsque ce processus éducatif est réussi, ce petit enfant que j'ai tiré devient autonome. Là encore, soyons attentifs aux mots. Autonomos, en grec, ça veut dire « je suis ma propre loi ». Deuxième livre de Rousseau, le contrat social. Quand je suis capable de faire ma propre histoire, eh bien, je peux contracter avec d'autres individus capables de faire leur histoire pour faire le fameux contrat social, avec d'ailleurs, j'y reviendrai, la dimension rationnelle inhérente à ce contrat social, contrat économique, voire contrat des affects, le contrat de mariage. Tout cela qui rentre encore une fois sur cette idée, belle idée d'ailleurs, d'un individu reposant sur une logique de l'identité. Quand le processus est réussi, il y a une identité sexuelle, idéologique, professionnelle. On est quelque part, on est quelque chose, et cette grande logique de l'identité est, je dirais, le fondement, le pivot à partir duquel s'est élaborée toute la construction moderne. À partir de là, très rapidement juste, eh bien, cet individu qu'on a inventé, une espèce d'individualisme épistémologique, faudrait-il dire,
Cet individu qui a été inventé, comment va-t-il se faire, comment va-t-il se constituer? Et c'est un mot très simple. Intéressant parce que c'est toujours difficile d'un point de vue historique de voir à quel moment émerge un mot qui va devenir une valeur. C'est le mot travail. Jusqu'alors, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, je rappelle qu'en français, on a d'ailleurs une très belle expression, l'homme noble dérogeait s'il travaillait. Il perdait sa qualité d'homme noble. C'était une nécessité. Et ce n'est qu'au début du XIXe siècle, et on le trouve sous la plume d'Emmanuel Kant, quand justement ce qui était une nécessité va progressivement devenir une valeur. Kant, d'ailleurs, a une très belle définition, il donne quelques impératifs catégoriques. Un impératif catégorique, c'est « tu dois ». Ça ne se discute pas. Et parmi ces quelques impératifs qu'il donne, eh bien, tu dois travailler. La définition qu'il en donne est intéressante. Il dit c'est à ce moment-là qu'il y a réalisation de soi, réalisation du monde. Tu n'es quelqu'un que si. Voilà ce qu'il veut dire. Voyez. Et vers la moitié du XIXe siècle, eh bien, cet impératif catégorique, et on le trouve, c'est amusant, je le rappelle chaque fois que je le peux, sous la plume de Marx, dans le Capital, eh bien, ce travail va devenir la valeur travail. C'est-à-dire quelque chose qui va être valorisé en tant que tel, et donc va constituer, là encore, ce par quoi l'individu dont je viens de parler va se réaliser. Individu se réalisant par la valeur travail. Deuxième mot-clé. Troisième mot-clé, comment cela se fait-il? Eh bien, c'est, je dirais, une systématisation d'une spécificité de notre espèce animale, la raison, qui va devenir tout au long du XIXe siècle le fameux rationalisme. Je dis bien, n'est-ce pas? Une systématisation d'un paramètre. Il y a d'autres paramètres, j'y reviendrai. Le jeu, la fête, le rêve, etc. Mais parmi ces paramètres, ce qui va prédominer, c'est ce rationalisme, c'est-à-dire systématisation d'un élément de l'espèce humaine qui est la nôtre. Et Max Weber, qui est un sociologue réfléchissant justement comment émerge cette modernité dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, a une très belle définition. Rationalisation généralisée de l'existence. Tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons, aboutissant à une expression non moins connue et non moins intéressante, le fameux désenchantement du monde. Ensäuberung der Welt. On a traduit ainsi en français ce qui aurait dû être traduit par l'idée de démagification du monde. Mais c'est ça le rationalisme, vous voyez, qui va être l'instrument par lequel l'individu se réalisant par le travail au moyen de cette systématisation de la raison, mon troisième mot-clé. Quatrième mot-clé, je le dis juste pour mémoire, je ne le développe pas aujourd'hui, mais ce qui fait que c'est l'utilitarisme, ne vaut que ce qui sert. Et on voit bien comment tous les autres éléments qui existaient, par exemple encore jusqu'à la Renaissance, les dépenses somptuaires, le plaisir d'être, la valorisation du corps, tout cela va être évacué à ce nom-là uniquement l'utilité, l'utilitarisme. Un des grands philosophes qui m'a beaucoup inspiré, philosophe allemand Martin Heidegger, va pousser jusqu'au bout cette logique de l'utilitarisme en parlant de l'ustensilarité, c'est-à-dire considérer les autres, soi-même, le monde, comme des ustensiles de cuisine. Qu'est-ce que c'est qu'un ustensile de cuisine? Ce que je peux manœuvrer, ce que j'ai à la main, ce que je peux ici ou là déplacer. Et bien sûr, ce n'est pas dit de cette manière, mais on a cette idée d'utilitarisme ou d'ustensilarité, se maîtriser, maîtriser le monde, maîtriser les autres. Je rappelle juste pour mémoire qu'au milieu du discours de la méthode de Descartes, il y a cette petite phrase fort intéressante, « L'homme, maître et possesseur de la nature », qui traduit exactement cette idée d'utilité. Et à peu près à la même époque, pour les gens de ma date, nous en souvenons, on nous a fait apprendre par cœur le Corneille, le Cinna de Corneille. « Je suis maître de moi comme de l'univers. Je le suis, je veux l'être et le serai encore. » On a là exactement cette idée d'utilitarisme, d'ustensilarité, je dis bien, hein, les autres, le monde, soi-même, que l'on a à la main, c'est le quatrième de ces mots-clés. Dernier mot-clé de cette grande structure qu'est la modernité, moi je dis souvent, et j'ai toujours dit à mes étudiants, on ne peut bien saisir une civilisation que lorsqu'on a compris sur quel élément de la triade temporelle cette civilisation mettait l'accent. La triade temporelle, passé, présent, avenir. Il est des grandes civilisations pour lesquelles ce qui était important était le passé.
les sociétés traditionnelles. Tradition, tradar, et ce qui a été donné, je le transporte. Ce qui a été dit, je le redis. Ce qui a été fait, je le refais. D'autres moments, d'autres grandes civilisations, j'y reviendrai, pour lesquelles ce qui est important, c'est le présent. Ce qui va être la temporalité moderne, c'est le futur. Un peu plus tard, demain. Et on voit bien comment, dans le fond, Marx d'ailleurs avait à ce point une belle définition dans la question juive, il montre la politique, c'est la forme profane de la religion. La religion, c'était la religion chrétienne. Ce qu'elle a voulu faire là-bas, le ciel céleste, le paradis céleste, nous allons le faire ici, le paradis terrestre. Mais il y a ce que l'on appelle une homologie structurelle, c'est-à-dire quelque chose qui renvoie au futur, la société parfaite, à venir, un peu plus tard. Et c'est intéressant de voir que s'élabore justement, tout au long du XIXe siècle, le mythe du progrès. Je rappelle juste pour mémoire que s'élaborent au XIXe les fameuses expositions universelles. L'exposition universelle, dans le fond, c'est ce qu'était la cathédrale pour le Moyen-Âge. La cathédrale pour le Moyen-Âge, c'était, dans le fond, une concurrence entre diverses villes pour savoir qui ferait la tour la plus haute, la nef la plus grande, le transept le plus large, etc., avec une concurrence qui s'est élaborée. C'est-à-dire concurrence des techniques, pour aboutir à ce qu'était le blanc manteau des cathédrales qui couvrait l'Europe du Moyen-Âge. Eh bien, au XIXe, c'est la même chose. L'exposition universelle, c'est la concurrence entre divers pays pour célébrer ce à quoi ce pays est arrivé. Celle de 1867, dit-on, une des grandes qui se tiennent à Paris, qui inaugure ce qu'est l'exposition universelle, le livret est écrit par le poète Victor Hugo. Et je relisais il y a peu la phrase qu'il employait terminant ce texte, « Rien n'arrête une idée dont le temps est venu, de point le progrès ». On a là le phrasé hugolien, hein, « Rien n'arrête une idée dont le temps est venu », qui résume en quelque sorte ce que je viens de dire, c'est-à-dire le futurisme, demain, un peu plus tard. Voilà ce qu'est la grande marque temporelle de la culture moderne, ce sur quoi s'est élaborée l'éducation, l'organisation de la vie sociale, l'organisation de la vie politique. J'ai bien dit le mot, je le redis, cette capillarisation de ces valeurs. Voilà pour moi mes 5 mots-clés. Invention de l'individu, se réalisant par le travail, au moyen du rationalisme, en fonction d'un utilitarisme général et en référence à ce qui est à venir un peu plus tard. D'ailleurs, un des grands systèmes, à côté du marxisme, un des grands systèmes qui s'élabore au XIXe, le freudisme, Freud a une très belle définition, enfin un mot dit-on, je n'ai pas de compétences particulières, mais un mot dit-on résume la clinique freudienne, sublimation. Et la définition qu'il en donne, c'est report de jouissance, un peu plus tard. Il faut maîtriser ces sphincters pour le petit enfant de manière à arriver demain à une jouissance un peu plus tard. Voilà un peu ce qu'est le diagnostic. Je dis bien ce qui constitue encore la société officielle, ce qui, à mon avis, n'est plus en phase avec l'esprit du temps. Mais en tout cas, ce qui constitue, je dis bien, le fondement même de nos institutions, que le soit éducatives, politiques, sociales et tout à l'avenant. Un mot juste, peut-être, Durkheim disait à juste titre que pour comprendre une époque, il fallait saisir quelle était la figure emblématique de cette époque. La figure emblématique, c'est-à-dire le totem, on peut dire, ce autour de quoi, consciemment ou inconsciemment, on va s'agréger. Ce qui fait que, encore une fois, c'est le modèle. Et le modèle de ce que je viens ici de dire, ce qui va prédominer tout au long du XIXe siècle, c'est l'adulte, sérieux, rationnel, producteur et reproducteur. Voilà la figure emblématique, qui va du coup évacuer ce qui n'est pas cela. L'enfant est évacué parce qu'il n'est pas producteur, il n'est pas simplement rationnel, il n'est pas reproducteur. Et le vieux sera lui-même évacué parce qu'il n'est pas forcément rationnel, producteur, reproducteur, etc. Mais la figure emblématique reste cette figure emblématique, encore une fois, qui va être une forme de modèle. Juste pour mémoire, pour bien me faire comprendre là-dessus, il est toujours intéressant de voir la figuration picturale de ce qui est vécu sans qu'on y fasse attention. Et moi, ça m'a toujours frappé. Un de mes collègues avait fait, un historien avait fait une étude là-dessus, montrant ce qu'était l'iconographie
du 19e siècle, c'est-à-dire aller traîner dans les musées et l'on voit comment on va représenter les tableaux de l'homme réussi, le bon bourgeois. Un costume de ce genre, 2 pièces, 3 pièces, avec un gilet montrant le ventre bedonnant et les chaînes de montre marquant la réussite. Et c'était ça le modèle même, en quelque sorte, dans la pictographie du 19e siècle, de ce que je viens essayer de dire, adulte, sérieux, rationnel, etc. Et ce qui ne correspondait pas à ce modèle était marginalisé. Mais parce que c'était cette figure emblématique, la verticalité du pouvoir. Lacan avait une très belle définition. La loi du père, et le pouvoir reposant en quelque sorte sur cette verticalité, le patriarcat en étant l'exemple achevé. Voilà, à mon sens, ce que l'on est en train de quitter. Je dis bien, hein, j'ai dit tout à l'heure, avec crainte et tremblement. Et bien évidemment, ça constitue encore la société officielle. Les astrophysiciens ont une très belle définition. Ils disent on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Le foyer s'en est éteint, on continue à voir cette lumière. Donc on continue, bien sûr, à voir cette figure-là emblématique. À mon sens, elle n'est plus véritablement en jeu. Et c'est là où je fais ma proposition concernant ce qui est en jeu dans la post-modernité. La post-modernité, je dis bien, hein, ce que je viens de dire, avec ces mots ou avec d'autres, il peut y avoir accord. Sociologues, philosophes, économistes peuvent s'accorder, dans le fond, sur la constitution des grandes valeurs modernes. Ce que je vais dire est beaucoup plus ambigu, en tout cas ce sont des hypothèses, puisqu'aussi bien c'est en gestation. Et donc là-dessus, on est dans l'ordre hypothétique, mais à mon sens, en bref, il n'y a plus cette grande figure de l'individualisme, que j'ai dit tout à l'heure, épistémologique. Individu, ça veut dire avoir une identité indivisible. C'est ça que veut dire le mot individu. Hein, je suis ceci ou cela, avec cette grande logique disruptive. Là, au contraire, moi, j'ai proposé d'employer dans un de mes livres, justement sur le tribalisme, le glissement de mots. Hein, c'est important d'avoir les mots à portée pour décrire ce qui est en gestation. Cette idée du glissement de l'individu un à la personne plurielle. Persona, ça veut dire le masque. On a à sa disposition une série de masques. Donc il n'y a plus une identité précise, mais mon propos serait de dire des identifications multiples. Ça et ça, ça et ça. Et c'est ce premier élément qui est pour moi le grand glissement qui est en jeu actuellement. Alors on continue bien sûr d'une manière un peu incantatoire à parler de l'individualisme. Hein. Il n'est qu'à lire les articles de presse, les discours politiques, les analyses des universitaires. Pour entendre cette phrase, il ne veut rien dire, compte tenu de l'individualisme contemporain. Il suffit de traîner dans la rue pour voir que, ben justement, il y a quelque chose d'autre qui est en jeu. Moi, j'ai dit, il y a des tribus, il y a des groupes. Il y a quelque chose qui fait que c'est d'abord le « nous » qui prédomine et non pas le « je ». Je ne pense plus. Je suis pensé par l'autre. Voilà le premier glissement, si vous voulez, qui est en jeu, qui est important, c'est-à-dire ce processus, non pas d'autonomie, mais d'hétéronomie. L'hétéronomie, c'est la loi qui m'est donnée par l'autre, qui me dit comment je pense, comment je parle, comment je m'habille, comment je me comporte, et tout à l'avenant. Encore une fois, vous comprenez mon propos, pour le meilleur et pour le pire. Il n'est pas dans mon propos ici de dire si c'est bien, si c'est mal. Mais en tout cas, ce glissement-là est en jeu. Non pas l'individu un, mais la personne plurielle. Il faut toujours écouter les poètes qui ont souvent le nez creux. Et Rimbaud, à la fin du XIXe siècle, avait cette belle formule que vous connaissez, « je est un autre ». Eh bien, cette réalité rimbaldienne, je dirais, s'est capillarisée, là encore, s'est répandue dans la vie sociale, « je est un autre ». C'est-à-dire, c'est toujours l'autre qui détermine ce que je suis. Voilà pour moi le premier point. À partir de là, je donnerai 4 autres mots-clés en pendant à ce que je disais il y a un instant. Ben, ce n'est plus la valeur travail qui va prédominer. On ne mobilise plus d'énergie sur cette thématique de la valeur travail. Par contre, mettre l'accent, je dirais, sur la création. L'idée de création, c'est dans le fond la capacité de mobiliser des paramètres que l'on avait laissés de côté. Festif, ludique,
onirique et tout à l'avenant. Vous voyez, toute une série d'éléments, encore une fois, qui sont, de mon point de vue, des paramètres constitutifs de notre espèce animale, que par efficacité, je dis bien par efficacité, on a laissé de côté, et que l'on voit dans les pratiques juvéniles revenir, retrouver une force et vigueur indéniable. L'idée de création, par lequel on n'a plus envie de perdre sa vie à la gagner, mais au contraire, mettre l'accent sur le fait que faire de sa vie une œuvre d'art. Voilà. Et cette idée un peu nietzschéenne que je viens d'indiquer me paraît être ce qui est en train, bien évidemment, de succéder à la valeur travail. Troisième mot-clé, plus simplement le rationalisme. J'ai dit rationalisme, mais soyons clairs. Rationalisation, rationalisme, c'est la systématisation, d'un élément, la rationalité. Là, au contraire, moi, je suis frappé de voir comment, et au travers de multiples enquêtes que nous avons menées dans mon centre, je ne sais pas très bien le terme qu'il convient d'employer, je dis, moi, corporéisme, valorisation du corps, le corps que l'on habille, la mode, le corps que l'on soigne, la diététique, le corps que l'on construit, fitness, musculation et tout à l'avenant. Vous voyez, quelque chose qui fait que ce n'est plus simplement cette abstraction de la raison, mais au contraire, alors il convient de trouver le terme qui convient. En français, nous n'avons pas ce mot-là, ou plutôt en français, le français de France n'a pas ce mot-là, mais une belgitude, moi, qui me paraît intéressant, c'est l'entièreté de l'être. Hein, cette idée d'entièreté, c'est-à-dire justement, j'ai écrit un livre qui s'appelait « La raison sensible », c'est-à-dire montrer que, bien sûr, il n'est pas question de nier cette capacité qui est la nôtre, la raison, mais en plus, on la complète par les sens. Le corporisme serait cela. Et il suffit encore une fois de traîner dans la rue. Ma proposition ici, vous l'avez compris, est de simple observation, de voir comment il y a valorisation de ce corporisme sous ses diverses modulations. Quatrième mot-clé, du coup, ce n'est plus simplement l'utilité, l'utilitarisme, l'ustensilarité, tout ce que j'ai indiqué il y a un instant qui prévaut, mais là encore, au contraire, le prix des choses sans prix, moi je dis. C'est-à-dire, alors la traduction que je propose, c'est une esthétisation de l'existence. En grec, l'aïsthésis, en son sens étymologique, c'était le fait d'éprouver des passions, des émotions, ensemble, devant quelque chose. Un tableau, une pièce musicale, un temple, etc. L'esthétique, l'aïsthésis, avait cette dimension dynamique. Et ce n'est qu'au début du XIXe siècle, sous la plume nommément de Kant que j'ai cité tout à l'heure, que cette aïsthésis dynamique est devenue l'esthétique. L'esthétique, c'est-à-dire l'objet sur lequel se porte l'émotion. Le tableau, la peinture, la pièce musicale, etc. Quand je dis esthétique, je veux revenir ici à l'étymologie. C'est-à-dire, dans le fond, la multiplication des émotions collectives. Émotions sportives, musicales, religieuses, consommatoires, peu importe, en l'avenant. Vous voyez, toute chose en quelque sorte qui met l'accent sur le fait d'être ensemble. Il est d'ailleurs en français un terme intéressant qui est utilisé sans bien y faire attention, mais qui est un néologisme qu'on ne trouve pas dans le littré, qui est le mot émotionnel. Et le terme émotionnel ne désigne pas une caractéristique psychologique, je suis émotif, mais désigne une ambiance dans laquelle on baigne. C'est ça l'idée d'émotionnalité. Et de fait qu'on est pris dans quelque chose. Voilà pour moi ce qui est en jeu, à l'opposé simplement du l'utilitarisme, c'est-à-dire, dans le fond, le développement des émotions collectives, qui peuvent aller, encore une fois, au travers de ce que je viens de dire, hein, cette hystérie sportive, musicale, consommatoire, jusque et y compris, et c'est intéressant de voir concernant les jeunes générations, le bénévolat, l'engagement dans des causes humanitaires. Vous voyez, toutes choses qui sont de ce point de vue de l'esthétique, c'est-à-dire, encore une fois, ce qui n'a pas de prix. Ce qui, à bien des égards, met l'accent sur une dimension de désir beaucoup plus spirituelle. Dernier point, bien évidemment, vous l'avez compris, la temporalité. Ce n'est pas le passé, ce n'est plus le futur, c'est le présent. Intéressant de voir comment ces jeunes générations qui n'ont pas appris le latin vont décliner à loisir le carpe diem, hein, cueillir aujourd'hui les roses de la vie. Et on voit comment, de diverses manières, c'est cet ici et maintenant, moi je dis présentéisme, hein, c'est-à-dire encore une fois quelque chose qui met l'accent sur l'opportunité, ce qui se présente dans le sens simple du terme. Je rappelle que ce n'est pas la première fois dans les histoires humaines qu'il y a cette philosophie. Ça s'appelle la philosophie du kairos.
Kairos, c'est l'opportunité. Hein, il faut saisir le moment tel qu'il se présente. Juste pour mémoire, mais vous le savez, dans la mythologie, Kairos, dans la mythologie grecque, Kairos était un dieu chauve. Il fallait donc l'attraper sur le moment parce qu'on ne pouvait pas le saisir par les cheveux quand il avait tourné les talons. Et l'idée de Kairos, c'est exactement, encore une fois, cette idée de saisir ce qui se présente. Voilà, si vous voulez, pour moi, le glissement qui est en train de s'opérer. J'ai dit tout à l'heure diagnostic, voilà ce qui serait mon pronostic concernant la postmodernité. Et du coup, la figure emblématique, ce n'est plus ce que j'ai dit il y a un instant, l'adulte sérieux, rationnel, producteur et reproducteur. Mais au contraire, et c'est pour ça que je donnais ce titre tout à l'heure, que j'ai proposé ce titre, le mythe du puer aeternus, l'enfant éternel. Le puer aeternus, qui revient régulièrement d'ailleurs dans les histoires humaines, ce n'est pas la première fois qu'il y a quelque chose de cet ordre qui est en jeu, eh bien, je dirais que c'est cette figure qui, dans le fond, va se résumer, et c'était l'objet d'un de mes premiers livres, dans la figure de Dionysos. Dionysos, dans le fond, c'est un dieu ambigu, c'est la coincidentia oppositorum. Il va unir des choses séparées. Et chaque fois que l'on voit ressurgir la figure de l'enfant éternel, puer aeternus, on voit toujours revenir la figure du sénex, l'ancien, le vieux, qui va toujours de pair avec la figure du puer. C'est le vieil homme et l'enfant. Et j'ai suivi, pour des raisons à la fois familiales et d'intérêt finalement personnel, toute la saga de Harry Potter. Je suis allé voir les films, lu les livres, avec beaucoup de passion, je dois avouer. Alors, dans la figure d'Harry Potter, vous avez Harry Potter et Dumbledore, hein, le vieil homme qui est là et qui accompagne véritablement cette figure de l'enfant éternel. Voilà mon propos, vous voyez, c'est-à-dire montrer comment ce jeunisme, cet enfant éternel, n'est pas un problème d'artère, mais un problème d'état d'esprit. Quelque chose qui fait qu'il y a en quelque sorte cette conjonction, moi je dirais là, dans le sens fort du terme, un humanisme intégral. L'idée d'humanisme intégral, c'est la conjonction d'éléments on ne peut plus divers. Et que c'est cette conjonction, je l'ai dit en latin, mais je trouve c'est important, coincidentia oppositorum. C'est-à-dire, dans le fond, le fait qu'il puisse y avoir une harmonie conflictuelle entre des éléments qui peuvent être apparemment très éloignés. Et si vous voulez, cet humanisme intégral, cette conjonction de l'enfant, du puer et du sénex, eh bien, c'est le souci du qualitatif, c'est le souci du bien-être, c'est le souci, je dirais, du plaisir d'être, c'est le souci, ma proposition, du plus-être, du plus joyeux, en quelque sorte. C'est ça l'entièreté dont je parlais tout à l'heure. L'entièreté de l'être, c'est mettre l'accent, encore une fois, sur ces divers paramètres que l'on avait laissés de côté et qui, à mon avis, se vivent ici et maintenant. Je cite ici une phrase de la morale d'Épicure dans le 2e livre, et qui est, justement, il réfléchit sur le puer aeternus. Et Épicure dit la chose suivante, « Pour le sage, définissant ce rapport entre l'enfant et le vieillard, pour le sage qui sait se souvenir, le présent est sans peine, l'avenir sans appréhension, le passé sans regret. » Et on a là typiquement cette idée de ici et maintenant, cette idée du présentéisme, cette idée, j'ai même joué ici d'un oxymore en parlant de l'instant éternel. Non pas une éternité lointaine à entendre un peu plus tard, mais l'instant en tant que tel qui est éternel, reposant sur une chose très simple, et je vous y rends attentif. À l'opposé du mythe progressiste, hein, j'ai bien dit, qui partait de là, arriverait là, eh bien, la pensée progressive, moi j'avais traduit cela dans ma jeunesse en parlant de l'enracinement dynamique. Hein, c'est-à-dire, il y a de la dynamisme, il y a de la force, qu'à partir des racines. Cela se traduit au travers d'un terme très simple, mais on a malheureusement oublié les étymologies, le rythme de la vie. En grec, le mot rythme vient de réo, réein, c'est-à-dire ce qui va s'écouler à partir d'un point fixe. Il n'y a un fleuve que parce qu'il y a une source. Et le rythme de la vie, eh bien, c'est ce que j'essaie de dire, hein, c'est-à-dire que finalement, c'est parce qu'il y a une matrice qu'il y a un développement,
qu'il y a une croissance, et c'est ce qu'on trouve, bien évidemment, dans l'idée de cet enfant éternel, s'appuyant sur le sénex comme étant ce qui lui donne, en quelque sorte, ce qui le conforte dans ce rythme que je viens d'indiquer. Disons-le très simplement, l'importance contemporaine des traditions, des mondes premiers, l'importance de l'ethnique sous ses diverses modulations. Tout cela sont pour moi des indices, index, ce qui pointe, ce qui montre en quelque sorte cette évolution en gestation. Je dis il y a un instant quelque chose qui renvoie bien évidemment à cet enracinement dynamique, c'est-à-dire non plus l'homme maître et possesseur de la nature, ainsi que je le disais tout à l'heure, mais au contraire, quelque chose qui va, au travers de la conjonction de ces deux pôles que j'ai dit, intégrer l'animalité pour éviter la bestialité. Intégrer à bien des égards, justement, le poil, la peau, intégrer le sauvage, intégrer dans le fond, et ce seraient les trois mots-clés, à mon sens, de ce qui est en gestation, l'hédonisme, l'émotionnel et le présentéisme. J'ai parlé tout à l'heure, je le rappelle, de la raison sensible. Et la relation du puer et du sénex, c'est ça. Puer, vitalité, sénex, expérience. Et donc, dans le fond, il y a une conjonction. Edgar Morin dirait une dialogie entre la vitalité et l'expérience. Et dès lors, on n'est plus, bien sûr, dans la verticalité de la loi du Père. Je vous y rends attentif à cela. Mais au contraire, moi j'ai proposé de dire l'horizontalité de la loi des frères, celle de l'accompagnement. C'est-à-dire non pas simplement l'éducation qui tire, mais l'initiation qui accompagne. Je reviens à ces deux figures intéressantes, Harry Potter, Dumbledore. C'est de l'initiation. Le propre de l'initiation, c'est un processus, je dis bien, d'accompagnement, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on va apprendre, et pour apprendre, désapprendre de soi. Et il y a dans la figure du sénex, typiquement, l'initiateur, celui qui va accompagner, non pas tirer simplement l'enfant, mais va accompagner l'enfant. Et que c'est à partir de là, si vous voulez, que l'on peut comprendre l'importance, si vous voulez, de ce que j'indiquais tout à l'heure, le passage de l'ère du jeu au nous. Le jeu enfermé en lui-même, l'idée de nous, c'est la communauté, c'est cette, je redis ce mot, même s'il est un peu savant, dialogie. Cette dialogie, c'est le renvoi de terme à terme. Donc, de ce point de vue, quelque chose qui fait qu'on n'existe que par rapport à l'autre. C'est l'autre qui me crée. C'est l'affrèrement. C'est quelque chose qui fait qu'au-delà de l'égotisme, je reprends ici cette expression stendhalienne, au-delà de l'égotisme qui est l'enfermement en soi, juste pour mémoire, tenez, l'entièreté de la formule cartésienne, on en sait le début, c'est cogito ergo sum. Je pense donc je suis. La formule en son entier, c'est en latin cogito ergo sum in archem meum. Je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. Eh bien, je dirais qu'à l'opposé de cet enfermement dans la forteresse de l'esprit, qui est le propre de l'égotisme, il y a quelque chose qui est en jeu, de mon point de vue, dans la postmodernité. C'est ce que j'appelle cet humanisme intégral, c'est-à-dire l'intersubjectivité, la socialité. J'ai proposé l'image de la tribu. C'est ça, l'idée du nous. C'est-à-dire quelque chose, si on le dit en termes un peu plus savants, un pacte adelphique. C'est-à-dire pas simplement le contrat, mais un pacte de frères, en quelque sorte. C'est ça l'idée d'affrèrement qui me paraît être en jeu, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance, cette entièreté qui me paraît être en jeu dans la postmodernité. On avait comme schéma interprétatif, je le rappelle, les deux figures que l'on utilisait habituellement, c'est-à-dire la flèche du temps progressiste, et à l'opposé de cela, le cercle réactionnaire, Hegel et Nietzsche, pour dire bref. Là, l'image que je propose, qui serait la résultante de ce rapport entre le puer et le sénex, l'enfant et le vieillard, c'est ni la flèche, ni le cercle, mais la spirale. Et l'image de la spirale traduirait en quelque sorte cette idée d'enracinement dynamique, quelque chose qui fait la conjonction entre des éléments que l'on avait laissés de côté. Pour moi, c'est cela, en quelque sorte, l'humanisme intégral, quelque chose qui rappelle ce qu'on retrouve dans l'enfant, ce qu'on retrouve dans le vieux, cette idée d'humus, l'humus.
il y a de l'humus dans l'humain. Il faut avoir dès lors l'humilité de reconnaître cet humus dans l'humain et la plupart du temps, je vous le conseille, de le faire avec humour. Je vous remercie.